Bonjour Internet, et voici un nouvel épisode de la bibliothèque digestive consacrée à l'exploration de l'histoire des fameux mutants de Marvel Comics dans l'ordre chronologique de publication. Dans la première partie que vous pouvez visionner ici, là, je mets le lien dans la description pour les retardataires, je vous présentais les origines des X-Men avec la période Stan Lee-Jack Kirby qui s'étendait sur les 13 premiers épisodes de 1963 à 1965. Pour cette seconde partie, on enclenche le turbo puisqu'on va passer en revue plus d'une quarantaine de comics s'étalant sur presque 4 ans, de 1965 à 1969. Une période qui a vu passer 4 scénaristes qui ont contribué chacun à leur niveau à construire et développer l'univers naissant des X-Men. Mais c'est surtout une période marquée par l'empreinte graphique du dessinateur Werner Ross qui va définir le look des X-Men classiques. Après le double épisode sur le fléau dans X-Men numéro 12 et 13, le comic book passe d'une sortie bimestrielle, un mois sur 2, à mensuelle. Et cette intensification de la publication signifie plus de pages à écrire et à dessiner par mois. Les équipes créatrices vont donc se succéder afin de produire une vingtaine de pages tous les mois. Les scénaristes. Stan Lee, numéro 14 à numéro 19. Au scénario, Stan Lee continue encore l'écriture des scripts pendant 6 numéros, avant de passer la main à l'épisode 20, au jeune Roy Thomas, futur scénariste de l'adaptation en comics de Conan le Barbare de Robert E. Howard. Vous avez un lien vers la vidéo sur les clous rouges, par Barry Windsor Smith. Roy Thomas, numéro 20 à 44. Pour situer un peu Roy Thomas, c'est un authentique fanboy, un avide lecteur de comics, fasciné par le retour des super-héros pendant le Silver Age. Adolescent, il écrit et dessine ses propres comics. Il participe à un court-métrage d'horreur amateur avec Gary Friedrich, qui va scénariser quelques épisodes des X-Men. Quelle coïncidence! Il envoie plusieurs lettres à Marvel et DC Comics, qui sont parfois publiées dans le courrier des lecteurs, comme dans Fantastic Four numéro 5, numéro 15 et numéro 22, entre autres. Il participe au fanzine Alter Ego, dont il finit par devenir l'éditeur en 1960. Puis, en 1965, il débarque à New York et commence à travailler pour DC Comics, avant de passer à la concurrence en 1966. Pour Marvel, il monte lentement les échelons en scénarisant une poignée de comics romantiques, Modeling with Millie, numéro 44, décembre 1965, et Patsy and Eddie, numéro 104 et 105, en février et avril 1966. Puis il commence à scénariser des histoires de super-héros. Iron Man dans Tales of Suspense, numéro 73, de janvier 1966, et Doctor Strange dans Strange Tales, numéro 143 et 144 d'avril et mai 1966. Il gravit une marche de plus en travaillant sur 2 runs à long terme. Le premier étant Sergeant Fury and his Howling Commandos, du numéro 29 au numéro 41, d'avril 66 à avril 67, puis sur le run qui nous intéresse ici, sur les X-Men, de l'épisode 20 au 43, de mai 1966 à avril 1968. Roy Thomas, un vrai fan de super-héros, oui c'est bien lui dans le costume de Spider-Man ici, succède donc à Stan Lee au poste de scénariste, Lee devenant l'éditeur de la série jusqu'au dernier épisode, le numéro 66, et même pendant les rééditions qui ont suivi jusqu'à l'épisode numéro 93. Il scénarise les X-Men pendant 25 épisodes consécutifs, du numéro 20 au numéro 44, puis reviendra de l'épisode 55 jusqu'à quasiment la fin de cette première période des X-Men pour 11 autres épisodes. Ce qui fait de lui le scénariste qui a écrit le plus d'épisodes des X-Men classiques. Gary Friedrich, numéro 44 à 47. Il passe ensuite le relais à son pote Gary Friedrich, qui fait la transition sur une poignée d'épisodes avec le nouveau scénariste en charge, Arnold Drake, qui débarque aux côtés de Friedrich à l'épisode 47, puis prend les commandes du vaisseau X-Men au numéro 48. Arnold Drake, numéro 47 à 54. J'ai déjà parlé d'Arnold Drake dans la première partie de cette chronologie X-Men, puisqu'en tant que scénariste de Doom Patrol à l'époque, il avait remarqué que les X-Men et sa série, sorties quasiment toutes les deux au même moment, partageaient plusieurs ressemblances étonnantes. Il s'était alors plaint de plagiat à l'encontre de Stan Lee, mais sa plainte n'avait jamais abouti. Bref, Arnold Drake a scénarisé la première version de la Doom Patrol jusqu'à son dernier épisode, The Doom Patrol numéro 121 d'octobre 1968, et quelques autres épisodes pour DC Comics. Il est le co-créateur avec Carmine Infantino du Deadman,
le super-héros revenu d'entre les morts. Drake est du genre revendicateur, râleur. On l'a vu avec les suspicions de plagiat de sa série Doom Patrol par les X-Men. Mais il a aussi élevé sa voix pour revendiquer de meilleurs salaires, une assurance santé et des paiements plus élevés par page pour les artistes et scénaristes de DC Comics. Il a fini par être plus ou moins écarté des bureaux de DC Comics pour ça. Il y a d'ailleurs une anecdote à ce sujet concernant le dernier épisode de la Doom Patrol, dans lequel apparaissent Murray Boltinoff, l'éditeur, et Bruno Premiani, le dessinateur, mais pas Arnold Drake, qui aurait été effacé de l'histoire sur une demande de Irving Donenfeld, le responsable de publication de DC Comics à l'époque. Les raisons pour ce cancel avant l'heure sont multiples, mais une petite note de page dans le numéro 6 de la revue Amazing Heroes en 1981 nous donne un début d'explication. L'éditeur de DC, Irving Donenfeld, a ordonné qu'il soit retiré de l'histoire parce que Drake était parti travailler pour Marvel, à la suite d'un conflit avec Donenfeld au sujet de sa rémunération par page. Drake a déclaré qu'il avait terminé le scénario uniquement par amitié pour Boltinoff. Même s'il ne s'agissait pas du dernier numéro de Doom Patrol, le numéro 121 apparaît comme le dernier numéro de Drake. Pour Marvel, Arnold Drake signe quelques scénarios pour des séries sur la Seconde Guerre mondiale, dont un épisode de Sergent Fury and his Howling Commandos, le futur Nick Fury du Shield, puis il fait son run sur les X-Men de l'épisode 47 au 54, d'août 1968 à avril 1969. Les dessinateurs et les encreurs. Après les scénaristes, voici les équipes en charge de l'illustration, à savoir les dessinateurs et les encreurs. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai un intérêt particulier pour les dessinateurs. Jay Gavin, Werner Ross, numéro 14 à 29, 31 à 33, 35, 44 à 49, 52 et 55. Le dessinateur Werner Ross continue à donner vie aux aventures des X-Men, toujours sous le pseudonyme de Jay Gavin, voire l'épisode précédent, et toujours guidé par les croquis de Jack Kirby. Ross est un dessinateur largement sous-coté, qui même s'il a énormément produit, n'a pas rencontré la notoriété qu'il méritait. Cela peut s'expliquer par sa disparition précoce en 1973, et ainsi une période d'activité assez courte dans le monde des comics. Il a commencé à travailler pour Martin Goodman en 1950, dessinant des histoires en vogue à l'époque, de romances, de westerns, de guerre. Il participe ainsi à la ligne de comics de la nouvelle maison d'édition créée par Goodman en 1951, Atlas Comics. Si vous avez suivi l'épisode précédent, c'est l'ancien nom de Marvel Comics. Il quitte Atlas Comics en 1957 au moment où leur production de comics s'effondre et que la maison d'édition s'apprête à fermer, et part pour DC Comics, où il dessine essentiellement des histoires de romance. Son talent pour dessiner les personnages féminins se forge et lui permet de trouver son style. En 1965, devant le succès grandissant des super-héros de Marvel Comics, Werner Ross cherche à revenir travailler pour son ancien patron, Martin Goodman. C'est à ce moment que je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent. Étant toujours sous contrat avec DC Comics, il prend le pseudonyme de Jay Gavin, les prénoms de ses deux fils, pour faire les dessins sur les X-Men, dès le numéro 13, d'après les croquis de Jack Kirby. Il devient l'artiste principal à partir du numéro 18, et peut enfin mettre son vrai nom, Werner Ross, dans les crédits à partir du numéro 23, libéré de son contrat avec le concurrent DC Comics. Il signe ainsi 28 épisodes, soit seul, soit en binôme avec un autre dessinateur, sur une période s'étalant entre le numéro 13 et le numéro 55, entrecoupé d'artistes invités pour des épisodes fill-in. Werner Ross et Roy Thomas sont donc sur le podium des auteurs ayant produit le plus d'épisodes de ces premiers X-Men. Sur les 66 épisodes du premier volume des X-Men, Roy Thomas en a écrit 36 et Werner Ross en a dessiné 28. Pendant son run sur X-Men, il signe des épisodes de Tales to Astonish, dessinant quelques histoires avec Namor, ainsi que des épisodes de Kid Colt Outlaw, un comic de western. Au début des années 70, il revient chez DC Comics, dessinant des histoires de romance et de mystère, faisant un léger crochet dans l'univers de Superman en dessinant plusieurs épisodes de Superman's Girlfriend, Lois Lane. Il est emporté par un cancer le 28 juin 1973 à l'âge de 52 ans. Sur son blog Marvel Mysteries and Comics Minutiae, Nick Caputo retranscrit quelques extraits d'une interview qu'il a fait pour le fanzine Alter Ego avec le fils de Werner Ross, Gavin, qui est malheureusement décédé depuis,
dans lequel il nous partage quelques réflexions sur son père. La préparation de papa était plus méticuleuse. Il commençait par tracer les pages, affiner le trait, et enfin il réalisait le crayonné final. Quand je parle de crayonné final, je veux dire que vous pouviez regarder la page et le dessin resplendissait. Il avait de la vie, il était finalisé. Il appréciait le travail des autres artistes et il racontait combien il aimait leur travail et pourquoi ce travail fonctionnait en tant qu'art séquentiel. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de mal sur quelqu'un, il n'était pas comme ça. Parmi les autres dessinateurs invités, sans compter les dessinateurs des épisodes fill-in, on peut citer notamment Don Heck, qui est également un artiste vétéran de la Marvel, puisqu'il a fait ses débuts à Atlas Comics en 1954, en dessinant des histoires d'horreur, de guerre et de romance. Il a dessiné la première apparition de Iron Man et Tony Stark dans Tales of Suspense numéro 39, même si le design de l'armure originelle est une idée de Jack Kirby. Dans les pages des numéros suivants de Tales of Suspense, il y a co-créé plusieurs personnages importants de l'univers d'Iron Man, tels que Pepper Potts, le Mandarin, Tale of Suspense numéro 50, Hawkeye, Œil de Faucon en français de Lug, Tale of Suspense numéro 57, et Black Widow, la Veuve Noire, Tale of Suspense numéro 52. Sur ce run des X-Men, il fera également l'Encreur, sur un épisode dessiné par Ross Andru. Ross Andru donc, ayant essentiellement travaillé pour le concurrent DC Comics pour qui il a co-créé les Metal Men, puis a rejoint définitivement Marvel au début des années 70 pour travailler sur les Défenseurs et Spider-Man et co-créer le Punisher. Et enfin, Jim Steranko, un personnage dont la vie et l'œuvre sont tellement incroyables qu'il mérite à lui seul un épisode entier, et qui signe 2 épisodes incroyablement psychédéliques, ainsi que le design du nouveau logo de la série, que le comic book va conserver pendant plus de 30 ans. Et on finit le tour d'horizon des équipes artistiques avec les principaux encreurs de ces 42 numéros, en commençant par Dick Ayers, qui va peaufiner les dessins de Werner Ross pour définir ce qui est pour moi la définition parfaite de ces premiers X-Men des années 60. Ayers est un artiste chevronné. Il a dessiné et ancré plusieurs comics de western d'horreur à la fin des années 40. Il a commencé à travailler pour Marvel, qui s'appelait encore Atlas Comics, au début des années 50. Il y a débuté l'ancrage des dessins de Jack Kirby sur des histoires d'aventure, de SF ou de western. Puis pendant l'âge d'argent des comics, il l'a ancré sur une pelletée de titres de super-héros comme Ant-Man, Les 4 Fantastiques, Thor et The Incredible Hulk. Le second encreur important sur ce run est John Tartaglione, un autre artiste vétéran de Marvel depuis l'époque Atlas Comics. Il a également bossé pour DC Comics, notamment sur des adaptations de grands classiques de la littérature, de séries télé ou de films, et il a illustré les biographies des présidents américains John Kennedy et Lyndon Johnson en 1964. On complète le casting des encreurs notables avec Vince Colletta, dont j'avais bien apprécié le style sombre, un ancrage épais, mais qui était réputé pour effacer une partie des crayonnés des dessinateurs sur lesquels il travaillait afin d'ancrer plus vite. Ce qui lui a donné 2 réputations dans le monde des comics. Premièrement, d'être l'un des encreurs les plus rapides de l'industrie, et donc le plus rentable, et ensuite d'être un saboteur, puisqu'il simplifiait, voire effaçait carrément des personnages, des décors, tout plein de détails dans la page, et barbouillait le tout de grands aplats noirs. Ces ancrages ont rendu fou de rage le King Kirby d'ailleurs. Il faut lire les allusions peu flatteuses qu'en fait Alan Moore dans son roman Illuminations, dans sa nouvelle Ce que l'on peut connaître de Thunderman, avec le personnage de Frank Giardino. Allez d'ailleurs jeter un coup d'œil à ce bouquin, ça vaut le détour. Petit disclaimer, pour le reste de cette rétrospective chronologique des comics X-Men, je vais légèrement modifier la formule afin de resserrer la narration. Enfin, je vais essayer. Plutôt que de passer en revue chaque épisode l'un après l'autre, ce qui convenait bien pour la première période, qui était plus courte, je vais ici faire une description des arcs narratifs dans leur ordre de publication. Depuis le numéro 12 et 13, le double épisode sur le Juggernaut, Stan Lee va développer une intrigue qui va s'étaler sur plusieurs numéros, et je vais donc traiter ces arcs un par un plutôt qu'épisode par épisode. Je vous propose toujours quelques anecdotes pour chaque partie, mais je vais y ajouter ma petite critique personnelle pour chaque arc, avant de vous faire part de mon avis global à la fin de cette partie. Sans plus attendre, remontons le temps jusqu'en 1965 dans l'univers de ces premiers X-Men. Les X-Men, numéro 14 à 16, novembre 1965 à janvier 1966. Les Sentinelles sont parmi nous. Cet arc de 3 épisodes nous présente pour la première fois les Sentinelles. Ces robots géants ont été inventés par le docteur Bolivar Trask, un ethnologue qui voit dans l'apparition des mutants une menace pour le reste de l'humanité.
D'après lui, cette nouvelle évolution de l'Homo sapiens, que Magneto avait appelé Homo supérieur dans le tout premier numéro des X-Men, sera suffisamment puissante pour asservir le monde, et au final remplacer l'espèce dominante sur Terre, nous, les humains normaux. Trask va donc créer les Sentinelles, dont la mission sera de détecter et neutraliser les mutants qui se cachent dans la population. Pendant la présentation télévisée de son invention, à laquelle participe Charles Xavier, les Sentinelles se retournent contre leur créateur, prouvant ainsi que leur intelligence avancée, peut-être le précurseur de l'IA d'aujourd'hui, leur a permis de s'affranchir des ordres donnés par Trask, et ainsi d'accéder à une pensée autonome. On découvre également qu'elles obéissent à un ordinateur central, le Master Mold, le moule initial en français, et qu'elles ont capturé Trask afin qu'il les aide à finaliser leur propre usine à sentinelles pour fabriquer leur propre armée de robots intelligents. Le motif des sentinelles n'est pas réellement expliqué, mais en gros, elles décident de soumettre l'humanité qu'elles jugent inférieure et traquer les mutants qui sont considérés comme un danger réel pour elles. Évidemment, les X-Men vont tenter de mettre un terme à leurs agissements, aidés par les pouvoirs télépathiques complètement cheatés de Charles Xavier, qui semble pouvoir agir sur les cerveaux artificiels des sentinelles. Cette interaction cerveau mécanique, esprit humain est très surprenante pour moi. Soit c'est un concept très en avance sur son temps, soit c'est une facilité scénaristique utilisée par Stan Lee pour avancer rapidement dans son intrigue et donner un rôle actif à Xavier dans cette aventure. Bref, les X-Men, après avoir été capturés et étudiés, notamment le Fauve, dont on nous dévoile une origin story plutôt sympa, finissent par détruire l'usine, le Master Mold et leur intelligence artificielle. Bolivar Trask subit le destin tragique du méchant dont le plan diabolique se retourne contre lui et succombe, écrasé par les décombres de la base des Sentinelles, aux côtés de sa création. Cette histoire en 3 parties marque un tournant dans la série X-Men, car non seulement elle passe à une publication mensuelle, alors que le comic sortait tous les 2 mois jusqu'au numéro 13, mais les histoires prennent de l'ampleur et commencent à s'étaler sur plusieurs numéros. L'histoire précédente, la première confrontation avec le Fléau, avait initié ce développement des intrigues et permettait à l'univers X-Men de s'enrichir. Le Fléau s'avère être le demi-frère du professeur Xavier, et son histoire permet de découvrir le passé de ce dernier, avant qu'il fonde l'école pour jeunes surdoués et recrute les X-Men. Là, Bolivar Trask et ses sentinelles ouvrent la série à des réflexions sociales sur le racisme et l'intolérance. La peur du mutant et de ses pouvoirs, le rejet de la différence font écho au contexte social de l'Amérique des années 60. Le combat de Martin Luther King pour les droits civiques des Afro-Américains, l'assassinat du chef charismatique du Black Nationalist Party, Malcolm X, les répressions sanglantes lors des marches pour les droits civiques en Alabama. Tous ces événements se sont déroulés pendant l'année 1965. L'année même de sortie de ces épisodes. Et même si Stan Lee n'en parle pas directement dans son scénario, quand on replace cette histoire de sentinelles chassant les mutants dans le contexte de l'époque, on perçoit le message politique sous-jacent. The X-Men numéro 17 et 18, février et mars 1966. Le retour de Magneto. Encore. Dans ce double épisode qui enchaîne directement après le combat contre les sentinelles, les X-Men sont rejoints par l'armée qui investit les ruines de la base des robots géants. Ils sont ensuite escortés vers un hôpital et s'en sortent avec quelques blessures légères, excepté pour Iceberg qui demeure inconscient dans sa forme de glace. Un imprévu empêche alors les X-Men de rester au chevet de leur ami. Les parents de Warren Worthington, alias Angel, vont débarquer à l'école pour rendre visite à leur fils. Ce dernier repart donc vers l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier afin d'attendre ses parents. Il est alors attaqué et vaincu par une menace restée dans l'ombre à l'intérieur même de l'école. Les autres X-Men finissent par subir le même sort, l'un après l'autre, dès qu'ils pénètrent dans le manoir Xavier. Ils sont chargés sans ménagement dans une montgolfière métallique par la silhouette menaçante qui s'avère être Magneto, le maître du magnétisme. On passera vite sur ses pouvoirs hypnotiques qui sortent de nulle part et dont il se sert pour accueillir les parents d'Angel et leur donner envie d'aller dormir immédiatement sans s'inquiéter de voir un fou costumé avec un casque sur la tête à la place de leur fils chéri. Et on passera également sur l'évasion rocambolesque de Magneto de la planète prison sur laquelle l'étranger l'avait déposé avec le crapaud dans l'épisode 11. Finalement, Iceberg émerge de son coma, confronte Magneto, réussit à faire diversion pendant que le professeur Xavier et les autres X-Men s'échappent de leur montgolfière métallique et arrivent à la rescousse. L'étranger débarque
appelé télépathiquement par Xavier et emporte à nouveau Magneto avec lui. Ce double épisode confirme Werner Ross, alias Jay Gavin, en tant que dessinateur titulaire de la série, puisqu'il est le seul artiste crédité dès l'épisode 18, le nom de Jack Kirby n'étant plus mentionné aux esquisses. Le ton de l'histoire est plus léger que l'épisode sur les Sentinelles. Magneto agit comme un super vilain d'opérette, en fait des caisses dans la démonstration de sa supériorité, accumule les dons comme l'hypnotisme, des connaissances scientifiques incroyables et un projet de création d'humanoïdes mutants tout droit sorti de films de savants fous des années 50. En lisant cette histoire, on se demande comment il a pu devenir l'un des super-vilains majeurs et tragiques de l'univers X-Men. X-Men numéro 19, avril 1966. Voici venir le mime. Il s'agit du dernier épisode des X-Men scénarisé par Stan Lee. Et il nous laisse avec une dernière création que je trouve absolument géniale et complètement sous-estimée et sous-utilisée, le mime. Calvin Rankin est un prétendant un peu insistant de Vera, la copine de Hank McCoy, alias le Fauve. Ne supportant pas d'être rejeté, il s'en prend à Hank, sans savoir qu'il possède des pouvoirs qui lui donnent littéralement l'agilité et la force d'un gorille. Mais bizarrement, Calvin lui tient tête et fait même preuve de pouvoirs similaires. En fait, Calvin Rankin a été victime d'une expérience qui a mal tourné, puisqu'il a été exposé à une explosion de produits chimiques dans le laboratoire de son père. Cette combinaison de produits chimiques lui a donné le don d'imiter les capacités physiques et intellectuelles des personnes qui se trouvent proches de lui. Stan Lee lui donne ainsi une origin story tragique dans un contexte pseudo-scientifique comme de nombreux super-héros avant lui, Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques, et une motivation pour se confronter aux X-Men, puisqu'étant face à eux, il gagne les pouvoirs de tous les X-Men. Cela fait de lui le X-Man ultime, mais également un adversaire beaucoup plus subtil, moins manichéen que les autres, puisque son but n'étant pas de tuer les X-Men, car il perdrait ses pouvoirs, mais d'être proche d'eux. La conclusion de l'épisode est un peu expéditive. Le mime se précipite vers le laboratoire souterrain de son père décédé afin d'utiliser une machine qui lui permettra de garder ses pouvoirs définitivement. Un Deus ex machina, ou plutôt un machina ex machina providentiel pour Calvin Rankin, qui sera bien évidemment contrarié par l'arrivée des X-Men qui détruisent la machine en question pendant le processus. Cela provoque la perte des pouvoirs du mime. Calvin Rankin repart donc à une vie normale, le professeur Xavier ayant pris soin d'effacer de sa mémoire le souvenir de sa rencontre avec les X-Men. Même si l'origine des pouvoirs du mime sont liés à l'accident dont il a été victime dans le laboratoire de son père, il existe toujours un doute pour savoir s'il n'est pas en fait un mutant dont les pouvoirs ont été déclenchés à la suite de cet accident. Car oui, vous l'avez deviné, le mime va revenir dans les pages des X-Men, et pas qu'une fois. X-Men numéro 20 et 21, mai et juin 1966, le retour de Lucifer. Ce double épisode marque les débuts de Roy Thomas en tant que deuxième scénariste de la série originelle des X-Men. Il doit succéder à l'emblématique Stan Lee et assurer le destin et les nouvelles aventures de nos mutants préférés. Une lourde tâche, mais Thomas gère habilement la transition en convoquant des adversaires connus, tels que le Colosse, Unus ou Lucifer, et concocte une intrigue qui va nous dévoiler un peu plus le passé de Charles Xavier. Les premières pages de cette histoire sont plutôt intrigantes. On y voit 2 X-Men fumant des cigares, prenant en otage le personnel d'une banque afin qu'ils ouvrent le coffre. Le fidèle lecteur remarque tout de suite que le gaillard sportif menaçant les gens avec une batte de baseball et le géant bedonnant soulevant le directeur de la banque d'une main ne font pas partie des X-Men. Il s'agit en fait de Unus et du Colosse, manipulés sans le savoir par Lucifer, dont le but est de faire sortir le professeur Xavier de sa cachette afin de neutraliser ses pouvoirs télépathiques, seul véritable frein à ses projets de conquête du monde. Malgré ce scénario à la Scooby-Doo, on découvre en flashback le premier affrontement entre Lucifer et Xavier qui a rendu infirme ce dernier. Et on découvre également que Lucifer est l'émissaire d'une civilisation extraterrestre menée par Dominus pour préparer la conquête et l'asservissement de l'humanité terrienne. Pas de surprise, l'histoire suit un schéma classique. Lucifer capture les X-Men et le professeur Xavier et les emprisonne dans sa base secrète. Grâce à un travail d'équipe, les X-Men se libèrent, détruisent les robots soldats de Lucifer et le confrontent. Mais au lieu de se préparer pour l'affrontement final, Lucifer répond à un appel de son boss, Dominus, qui décide de le virer afin de le bannir dans une dimension sans nom hors du temps et de l'espace, pour le punir d'avoir échoué à sa mission. Pour son premier scénario sur les X-Men, Roy Thomas assure la succession du travail de Stan Lee,
sans originalité débordante, mais en alimentant le lore des X-Men, rajoutant une épaisseur au personnage. D'ailleurs, il amorce une histoire d'amour contrariée entre Cyclope et Marvel Girl. Je quitte les X-Men. Ce billet leur expliquera mes raisons. Enfin, quelques-unes. Quel mot serait assez fort pour exprimer ce que j'éprouve pour Jean? Mais je n'ai pas le droit de l'aimer. Mes yeux font de moi un danger pour tout ce que j'approche. C'est pourquoi je pars, voir s'il existe quelque part un médecin capable de me débarrasser de ma rafale. Professeur, au fait, Scott n'est pas là. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Scott, oh Scott, te reverrai-je jamais? Cette scène fait écho à l'épisode 3, où, au détour d'une case, Scott dévoile en pensée son amour pour Jean. Jamais je n'ai rencontré une fille qui me fasse autant d'effet. Mais avec ce pouvoir mortel, impossible de lui dire. La même page dans laquelle le professeur Xavier a des pensées un peu trop amicales envers son élève mineur. Roy Thomas a choisi de manière habile d'instiller un peu de romance dans l'univers des X-Men. Et cela est parfaitement mis en valeur par les dessins de Werner Ross. Les X-Men 22 à 26, juillet à novembre 1966, pour quelques super vilains de plus. Cette poignée d'épisodes est assez peu notable, même si la lecture est agréable. Il y a beaucoup d'action et les X-Men déploient leurs talents en équipe ou en solo, ce qui est vraiment sympa à voir. On a même droit à plusieurs scènes de la vie quotidienne des jeunes membres de l'équipe où ils sortent ensemble et essaient d'avoir des relations sociales avec d'autres jeunes gens. La romance tacite entre Scott et Jean prend un peu plus d'épaisseur, mais ne se concrétise pas pour autant. Chacun restant sur sa réserve et ne dévoile jamais son amour. Warren, Angel, devient même le rival de Scott pendant un moment, ce qui rajoute une tension supplémentaire dans cette histoire d'amour naissant. Un rebondissement intervient même à la fin de l'épisode 23, où Jean Grey annonce qu'elle quitte l'école de Xavier, ses parents ayant décidé de l'inscrire dans un établissement plus conformiste. Elle apparaît malgré tout dans les épisodes suivants, y compris en uniforme dans l'épisode 24, pour donner un coup de main au garçon pour affronter Locust, un scientifique fou qui fait sa première apparition ici et qui ne laissera pas une trace mémorable dans l'univers Marvel. Il n'apparaîtra que dans une poignée d'épisodes après ça, et pas dans les X-Men. Par la suite, elle aura tout un arc dans sa nouvelle école avec un nouveau prétendant, Ted Roberts, et elle rend visite à ses anciens collègues de temps en temps. Les X-Men, ou plutôt les X-Boys, vont donc s'occuper d'un nouvel ennemi, Kukulkan, un être magique, mythologique, dans un périple qui va les mener en San Rico, un pays d'Amérique centrale. Kukulkan est donc maîtrisé par notre équipe de mutants, après avoir détruit la source de ses pouvoirs magiques. Dans le tumulte de la bataille, Cyclope blesse accidentellement Angel avec son rayon optique. Et dans une scène excessivement mélodramatique, Angel, à terre, se relève et accuse Cyclope devant ses autres coéquipiers. « C'est Cyclope, il m'a torpillé, exprès !»« Non, c'est faux, et tu le sais, pourquoi j'aurais voulu te démolir ? À cause de Marvel Girl. Tu l'aimes aussi !» Et là, c'est une masterclass de construction de personnages. Car dans la toute dernière case de l'épisode, Roy Thomas nous fait entrer directement dans les tourments intérieurs de Cyclope, mélangeant honte, remords et frustration. Angel déliré, le fauve et Iceberg l'ont sûrement compris. Personne ne dit rien et leur silence est une accusation. Warren aurait en partie raison. Inconsciemment, je cherchais à éliminer un rival. Comment les persuader de mon innocence? Je n'en suis pas si sûr moi-même. The X-Men 27 à 29, décembre 1966 à février 1967. Le mime devient un X-Man. L'épisode commence in media res, avec le mime défiant l'équipe des X-Men au complet, avec Marvel Girl, Mesa Angel. En une poignée de pages, il les défait tous, un par un, devant le professeur Xavier. Retour au présent, les X-Men rentrent de leur périple au San Rico avec Angel gravement blessé. Après l'avoir examiné, le professeur estime que les ligaments de ses aides sont touchés et qu'il ne pourra probablement plus voler. Cyclope est effondré sous le poids de la culpabilité et comme un malheur n'arrive jamais seul, Cerebro détecte une nouvelle menace mutante. Cela arrive au plus mauvais moment pour les X-Men, puisqu'ils se retrouvent en sous-effectif, sans Angel les ailes brisées et sans Marvel Girl qui vient de quitter l'équipe. Sans compter Cyclope, tourmenté par les doutes sur sa place de leader au sein des X-Men et la culpabilité pour avoir blessé son ami. Bref, Xavier se met en tête de recruter de nouveaux membres. Et on voit défiler quelques candidats intéressants, pas tous mutants pour le coup. Vif Argent et la sorcière rouge, et même Spider-Man. Mais au final, c'est Jean Grey qui ramène un visage connu dans l'école pour jeunes surdoués, Calvin Rankin, alias le mime. On passera vite fait sur la succession de coïncidences qui ont mené à cette présentation,
Le fait que Calvin Rankin soit dans la même université que Jean Grey et qu'il ait retrouvé la mémoire après une explosion accidentelle dans le bâtiment de chimie. Décidément, il ne faut pas laisser ce gars se balader près des produits chimiques. Pas grave, j'adore ce personnage et l'équipe gagne ainsi son Joker, son atout majeur. Un X-Man qui est la somme de tous les pouvoirs de l'équipe. Autant dire qu'avec un seul bonhomme, les X-Men doublent leur puissance de feu. Le méchant du mois est le maître des maléfices, habituellement un antagoniste des 4 Fantastiques, qui tente ici de contrôler le professeur Xavier pour au final manipuler les X-Men et les pousser à attaquer les 4 Fantastiques. Mais bon, le cerveau du plus grand télépathe du monde est super dur à hacker, alors il se retourne vers le mime. Et là, le scénario prend une tournure inattendue. Le professeur Xavier était au courant que le maître des maléfices contrôlait le mime, et a demandé à ses X-Men de simuler la défaite, pour suivre le mime pendant que celui-ci revenait vers la base secrète du méchant manipulateur. Il lance donc son équipe de jeunes mutants pour faire une contre-attaque surprise contre le maître des maléfices sur son terrain. Évidemment, ce dernier fait intervenir le mime, toujours sous son emprise, pour les repousser. Cyclope remarque que le mime a gardé les ailes d'Angel, alors qu'il est absent du groupe, normalement, toujours en convalescence à l'école. Mais soudain, Angel surgit derrière le maître des maléfices et lui enlève des mains l'effigie du mime qui lui permet de le contrôler. L'équipe des X-Men est à nouveau au complet et savoure la victoire. Cependant, la dernière case de l'épisode dévoile un aspect tragique du personnage du mime, qui était pourtant dépeint comme un fier à bras, un bourrin un peu prétentieux. Condamné ? Oui, je le suis. Condamné à vivre à jamais dans l'ombre de plus puissants que moi, à dépendre des pouvoirs d'autrui. Y a-t-il un endroit sur Terre, dans l'univers, où le mime puisse trouver sa place ? L'arc du mime continue dans l'épisode suivant avec l'introduction d'un nouveau personnage, le Hurleur. Ici, il est le coéquipier d'un autre vilain costumé, l'Ogre, et il travaille pour une organisation secrète qui s'appelle Facteur 3, et qui cherche à conquérir le monde, bien sûr, et à se débarrasser des X-Men par la même occasion. Bref, les X-Men, plus le mime, les arrêtent et se rendent compte que le Hurleur est un bon gars. L'Ogre l'oblige à suivre les plans grâce à un bandeau explosif fixé sur sa tête. Cet épisode est intéressant à plusieurs titres. D'une part pour la première apparition du Hurleur, qui va avoir une grande importance dans le futur des X-Men, puis c'est la première mention de l'organisation terroriste Facteur 3, que Roy Thomas va développer dans les prochains épisodes, et également pour voir le mime s'approprier les pouvoirs du Hurleur en plus des pouvoirs des X-Men. Ce personnage est incroyable, incroyablement sous-utilisé. D'ailleurs, son arc en tant que membre des X-Men prend fin avec l'épisode 29, lors d'une confrontation avec le Super Adaptoïde. C'est assez ironique car le Super Adaptoïde est un androïde géant qui copie les pouvoirs et les costumes des Avengers de l'époque et qui les garde, même en étant loin d'eux. Il séduit le mime en lui proposant de le transformer en adaptoïde pour conserver les pouvoirs des X-Men. Mais le mime se ravise au dernier moment, interrompant la procédure. Un combat entre les deux usurpateurs de pouvoir s'engage. Le super adaptoïde tente d'absorber les pouvoirs du mime, mais cela ne fonctionne qu'à moitié. L'androïde ne prend pas les pouvoirs des X-Men, imités par le mime, mais le mime, lui, perd ses pouvoirs et redevient simplement Calvin Rankin. The X-Men numéro 30, mars 1967, un épisode de fill-in par Jack Sparling, ancré par John Tartaglio. On suppose que le mime a quitté l'équipe, puisqu'à partir de cet épisode, on ne le voit plus et on n'en entend plus parler. Cet épisode est un fill-in très dispensable et anecdotique qui ne vaut le coup d'œil que pour les dessins de Jack Sparling. The X-Men numéro 31 à 33, avril à juin 1967, le retour du fléau. Avant de voir le retour du fléau, c'est le retour de Werner Ross au dessin, à l'épisode 31, mettant en scène la première apparition de l'homme de Cobalt. Il s'agit d'un super vilain en armure qui deviendra un adversaire régulier de Iron Man d'ailleurs, mais qui est ici Ralph Roberts, le frère de Ted Roberts, le prétendant de Jean Grey dans sa nouvelle école. Cet épisode sert surtout à réintégrer Angel dans l'équipe après sa convalescence et également à nous partager des moments de vie en civil des jeunes mutants, puisque le professeur Xavier leur accorde quelques jours de congé. J'en profite pour m'arrêter sur les personnages secondaires qui enrichissent la vie sociale de nos X-Men dans leur sortie estudiantine. Zelda et Vera sont les petites amies de Bobby et Hank, et Candy Southern, apparemment une amie de longue date de Warren, vient rejoindre la troupe pour fêter les 18 ans de Bobby Drake au Café à Gogo, un bar musical dans lequel un poète beatnik lit sa prose accompagné par un orchestre et des danseuses. J'imagine que c'est une plongée dans les soirées à la mode de la jeunesse de Greenwich Village à la fin des années 60. Mais comme c'est quand même un comic book de super-héros, nos fêtards vont devoir gérer l'agression d'une bande de bikers. Pendant ce temps-là, le professeur Xavier déverrouille une pièce secrète dans les sous-sols de son laboratoire et nous dévoile ce qu'il y cachait dedans depuis plusieurs semaines.
Le fléau. La plus choquante révélation de cet épisode est que le plus grand télépathe du monde a plongé dans le coma et enchaîné son demi-frère Cain Marco dans la cave de son école pour jeunes surdoués. Ça sonne un peu comme le début d'un récit de serial killer, mais les intentions de Xavier sont pourtant louables. Il veut débarrasser son frère de l'emprise de Cyttorak, le démon qui lui a donné ses pouvoirs de fléau. Encore une fois, plus je me replonge dans ces récits originels, et plus je me dis que le professeur Xavier a beau être le plus grand cerveau de son temps, il est quand même sacrément inconscient du danger que constituent les pouvoirs du fléau pour le cacher dans les caves de son école. Alors oui, les élèves de son école sont des mutants, ce ne sont pas juste des enfants normaux, mais enfin, la dernière fois que le fléau est arrivé à l'école, il a quasiment tout détruit et les a tous mis au tapis en quelques minutes. C'est littéralement une bombe nucléaire dans la cave du lycée. Donc évidemment, le plan ne fonctionne pas comme prévu, le fléau se libère, Xavier tombe dans le coma à son tour, et les X-Men se lancent à ses trousses. Conseillé par le Docteur Strange, il dérobe un des rubis de Cyttorak dans son plan spirituel et piège le fléau pour qu'il s'en empare. Car apparemment, le rubis terrestre de Cyttorak lui a donné ses pouvoirs, mais le rubis spirituel les lui enlèvera. Eh bien non, le rubis explose dans les mains du fléau et il ne reste plus rien de lui. Les X-Men reviennent alors au chevet du professeur Xavier pour découvrir qu'il a été enlevé par Facteur 3. Les X-Men, numéro 34, juillet 1967. Un épisode fill-in par Dan Atkins. En attendant de se mettre à la recherche de leur professeur, les X-Men sont accaparés par Ted Roberts et son frère Ralph, le gars qui a construit son armure d'homme cobalt dans l'épisode 31, dans une aventure au centre de la Terre. Un épisode fill-in et dispensable qui permet de voir les dessins de Dan Atkins, et un combat entre deux robots géants, un affrontement par procuration entre Tyrannus et l'Homme Top. Et je ne ferai pas de jeu de mots lourdingue. X-Men 35 à 39, août à décembre 1967. Facteur 3, en bonus les origines de Cyclope avant les X-Men, en plusieurs épisodes, du numéro 38 à 43. Ces 5 épisodes courent jusqu'à la fin de l'année 1967 et concluent l'arc sur Facteur 3. Les X-Men, aidés par Cerebro, qu'ils ont réussi à réparer, et par des informations laissées par le Hurleur, également en chasse après Facteur 3, se mettent donc à la recherche de Xavier. Ils croisent la route de Spider-Man et d'un apprenti Iron Man nommé Mécano, avant de se retrouver piégés dans les Alpes, dans la base secrète de Facteur 3. Parlons un peu de Facteur 3. Je vais donner mon avis dès maintenant sur cet arc écrit par Roy Thomas. Malgré toute la mise en place effectuée dès l'épisode 28 pour nous présenter une organisation criminelle mutante, qui conspire contre l'humanité, lorsque nous arrivons à la grande révélation de l'épisode 37, j'avoue que la déception est grande. Tout d'abord, à part quelques hommes de main et quelques robots araignées, Facteur 3 c'est littéralement 3 gars, 3 mutants. L'ogre de l'épisode 28, The Changeling, en gros le commandant en second, et le grand cerveau, le boss final, c'est le maître mutant. Un Gugus qui sort de nulle part et dont le charisme est proche de celui d'un fer à repasser. Afin de nous montrer que c'est un génie du monde criminel mutant, il nous explique qu'il a réussi à convaincre certains mauvais mutants et ennemis des X-Men à joindre ses rangs pour l'aider à concrétiser son plan machiavélique. Là, on s'attend à Magneto et sa confrérie des mauvais mutants comme alliés de poids. Eh bien, on a droit au fantôme, ça va encore, au colosse, à Unus et au cerveau. Ok, petite déception sur le casting. Et concernant son plan, il s'agit bien évidemment d'un plan de domination des homos supérieurs, les mutants, sur le reste de l'humanité, en passant par un holocauste nucléaire provoqué par une manipulation des élites militaires russes et américaines, car on est à ce moment-là en pleine guerre froide, et la crainte d'une guerre nucléaire entre les blocs Est-Ouest est en train de croître dans l'inconscient américain des années 60. Évidemment, les X-Men s'échappent, libèrent le professeur X et le Hurleur, et finissent par convaincre le fantôme et les autres mauvais mutants de se retourner contre le plan absurde du maître mutant. Et là, grande révélation, encore une, attention spoilers, le maître mutant n'est pas un mutant, c'est un alien ressemblant à un poulpe vert. N'ayant plus aucune légitimité auprès de ses alliés mutants, ils se retournent donc tous contre lui, et Changeling, Mimeto, tente de se faire la malle en prenant l'apparence du professeur Xavier. Le maître mutant meurt, et ses plans de conquête de l'humanité avec lui. De retour à l'école, Jean Grey, avec l'approbation de Xavier, offre à ses collègues des nouveaux uniformes personnalisés pour officialiser leur entrée dans l'âge adulte. Les X-Men 40, janvier 1968. Un épisode fill-in par Don Heck, ancré par George Tuska.
Les X-Men démarrent l'année 1968 avec leur nouveau costume dans cet épisode Bouche-Trou où ils rencontrent le monstre de Frankenstein, ou plutôt un robot qui ressemble au monstre de Frankenstein et qui a été créé par une civilisation extraterrestre. Bref, encore un épisode dispensable. The X-Men 41 à 42, février à mars 1968, la mort du professeur Xavier. Une créature issue d'une civilisation souterraine disparue commence à saccager les tunnels du métro, cherchant ce qui provoque les séismes qui ont détruit son monde. Après avoir rencontré l'Homme-Top et Tyrannus, on peut dire que c'est plutôt peuplé sous la Terre. Les X-Men interviennent, sans l'aide du professeur Xavier, dont les pouvoirs semblent ne pas fonctionner. D'ailleurs, Xavier et Marvel Girl s'isolent du reste du groupe pour préparer une expérience dont on n'apprendra la nature que bien plus tard, dans l'épisode 65. L'épisode 42 conclut le diptyque sur un combat entre les X-Men et Grotesque, la créature souterraine. Et comme l'annonce la couverture de l'épisode, le professeur Xavier perd la vie à l'issue de l'affrontement, en même temps que Grotesque d'ailleurs. La couverture de cet épisode effectue un changement notable au niveau du titre de la série. Jusqu'à l'épisode 41, le titre était The X-Men, accompagné d'un dessin de Angel ou du professeur Xavier, voire d'un petit panneau indiquant le contenu éditorial de l'épisode. À partir de l'épisode 42, The X-Men est relayé au rang de sous-titre, puisqu'on lit The X-Men featuring, les X-Men présentent, écrit en petit au-dessus du titre principal, ici The Death of Professor X. Cette présentation, mettant au second plan le nom du groupe, va durer jusqu'à l'épisode 49 d'octobre 1968. Je suis persuadé que les ventes de la série avaient commencé à s'effondrer et les éditeurs ont dû penser qu'ils pouvaient attirer quelques curieux en changeant le titre du comics tous les mois, mais en laissant dans un coin le logo des X-Men, juste histoire de garder les derniers fidèles lecteurs. Malheureusement, je n'ai pas trouvé les taux de vente de ce comics à l'époque, donc c'est juste de la pure spéculation. The X-Men 43 à 45, avril à juin 1968, plus The Avengers numéro 53, juin 1968. Magneto prend l'avantage. En bonus, les origines de Iceberg avant les X-Men, en plusieurs épisodes de numéro 44 à 47, et Roy Thomas passe la main à Gary Friedrich. Cet arc marque non seulement le retour de Magneto et de la confrérie des mauvais mutants, après les funérailles du professeur Charles Xavier, mais aussi le départ provisoire de Roy Thomas de l'écriture des scénarios, remplacé par son ami Gary Friedrich. Depuis 1966, Thomas gère les destins de plusieurs séries Marvel, dont les X-Men, les Avengers, Kid Cold Outlaw, Sergent Fury and his Howling Commandos, et il écrit régulièrement pour Strange Tales. À la fin de l'année 1967, il ne lui reste plus que les deux grosses séries X-Men et les Avengers, mais démarre 1968 avec deux nouvelles séries, Captain Marvel et Submariner, et des scénarios réguliers sur Doctor Strange, The Incredible Hulk, plus quelques épisodes sur Hawaii Kid, Marvel Super Heroes et Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Ça fait beaucoup là, non? Et son retrait de l'écriture des X-Men peut s'expliquer à l'évidence par un surplus de travail. On assiste également au retour au dessin de Werner Ross, à l'épisode 44, après une absence de 8 mois, le tout sur des esquisses de Don Heck. Cette histoire presque anecdotique marque sans doute le premier crossover de l'histoire des X-Men, puisque sa conclusion se fait en deux parties, la première dans The X-Men 45 et la seconde dans The Avengers 53. Ces épisodes ont été publiés dans Spidey, numéro 59 à 62, et certainement dans Strange avant ça, mais je n'ai pas vérifié. Pour l'occasion, l'épisode des Avengers étant renommé en toute décontraction X-Men 46e épisode. Oui, à l'époque, les crossovers n'étaient pas encore à la mode, du coup, pour éviter de perturber les jeunes lecteurs de comics de super-héros, dont moi, c'était juste un autre épisode des X-Men. Le lien entre les deux titres Marvel réside dans les personnages de Quicksilver et Scarlet Witch, qui ont fait partie de la confrérie des mauvais mutants de Magneto avant de rejoindre les Avengers, fuyant les agissements violents et chaotiques du maître du magnétisme. Pour résumer l'intrigue, Magneto revient, manipule les X-Men pour attaquer les Avengers, son plan foire, il est trahi par le dernier membre de sa confrérie, le Veul Crapaud, qui le laisse littéralement tomber dans l'océan. On suppose que Magneto a péri noyé ou broyé par l'explosion de l'île volcanique sur laquelle se trouvait sa base, mais pas d'inquiétude, il va revenir, il revient toujours. The X-Men 46 à 48, juillet à septembre 1968, la dissolution des X-Men. En bonus, les origines du fauve avant les X-Men en plusieurs épisodes numéro 48 à 53, et Gary Friedrich passe la main à Arnold Drake. Ce triptyque démarre sur une couverture aguichante.
Le titre, La fin des X-Men, avec le Fléau en train de briser un énorme X en pierre. En réalité, le Fléau ne fait que passer dans le premier épisode. Il est ramené dans notre dimension par une machine cachée dans le labo souterrain du professeur Xavier et commence à tout casser avant d'être confronté par les X-Men. Il cherche toujours à se venger de son demi-frère et devient complètement enragé quand les mutants lui apprennent son décès. Le combat prend fin d'un coup quand le Fléau est à nouveau aspiré dans la dimension de Cyttorak. La vraie fin des X-Men est annoncée alors par l'agent Duncan, le contact du professeur Xavier au FBI. Ce qui vient de se passer rend ma communication plus urgente encore. Cela prouve à l'évidence que vous devez partir. En l'absence du professeur, il serait dangereux de rester groupé ici. Vous constituez une cible trop facile pour ces mutants dévoyés qui pullulent. En outre, votre action serait bien plus efficace si vous étiez dispersé à travers toute la nation. Donc, je dois vous ordonner de quitter l'école et de vous séparer. Je vous écrirai d'ici quelques jours pour vous dire où vous devez désormais résider. Les 2 épisodes suivants, numéros 47 et 48, sont donc des aventures séparées. The Beast and Iceman, le Fauve et Iceberg, et Cyclope and Marvel Girl, Cyclope et Marvel Girl. Et les titres de ces épisodes mettent en avant ces personnages plutôt que le titre X-Men qui reste écrit en tout petit au-dessus. Bizarrement, pas de nouvelles de Angel pendant ce hiatus de l'équipe. Il doit voler quelque part, on ne sait pas. Le Fauve et Iceberg affrontent donc Mahayogi, déjà vu dans l'épisode 30, et Marvel Girl et Cyclope se coltinent des robots qui plagient les Sentinelles, puisqu'on nous fait croire qu'ils sont créés par un autre robot, Computo. Mais en fait, non, c'est Quasimodo qui est derrière tout ça. Alors, pas le Quasimodo de Notre-Dame de Paris, un ancien antagoniste des 4 Fantastiques, appelé Quasi-Motivational Destruct Organism, Quasimodo, et qui est pourtant un robot lui-même. Rien de bien excitant tout ça. À part peut-être les dessins de Werner Ross, qui mettent en valeur la plastique de Jean Grey, puisque l'épisode 48 débute sur une séance photo en maillot de bain qui marque le début de sa brève carrière de modèle. Ross s'était déjà fait la main sur des comics de romance et illustre parfaitement ces quelques pages du quotidien de notre jeune couple quand ils ne sont pas en uniforme en train de se battre contre des menaces diverses. C'est rafraîchissant, et je le répète, mais les dessins de Werner Ross mettent parfaitement en valeur les personnages quand ils sont en civil. Il faut noter également que ces épisodes constituent le passage de relais au scénario de Gary Friedrich à Arnold Drake, l'ancien scénariste de la Doom Patrol qui a eu quelques griefs envers Stan Lee. Allez jeter un coup d'œil à la première partie, j'évoque le sujet. The X-Men 49 à 52, octobre 1968 à janvier 1969. Polaris, Mesmero, Magneto et Jim Steranko. Angel, le seul X-Men dont on n'avait plus de nouvelles depuis la dissolution de l'équipe, fait sa réapparition en costume et revient à l'école de Xavier. Est-ce que c'est une métaphore du pigeon voyageur qui revient toujours au bercail ? Il tombe sur Cerebro, l'ordinateur détecteur de mutants, qui s'affole en captant une grande activité mutante dans le secteur de San Francisco. Il contacte Jean Grey par le lien télépathique qu'elle a développé avec ses collègues X-Men, et tous les membres lâchent leurs occupations dans la vie civile pour se rejoindre là-bas. Sur leur route, Bobby et Hank rencontrent une jeune femme désorientée qui ne se rappelle plus pourquoi elle s'est rendue à San Francisco. Elle s'appelle Lorna Dane et il se trouve qu'elle est une mutante dont les pouvoirs ne se sont pas encore manifestés. La seule expression de sa mutation, ce sont ses cheveux verts qu'elle révèle après avoir pris une douche qui a fait partir sa coloration brune. D'autres mutants latents sont également attirés vers le même endroit sans pouvoir résister. Le responsable de ce rassemblement de mutants, c'est Mesmero, qui se présente comme le disciple de Magneto. En suivant les traces de son maître, il utilise son pouvoir d'hypnotisme pour appeler à lui des mutants latents, afin de déclencher leur pouvoir et ainsi créer une armée de mutants pour conquérir le monde et neutraliser les X-Men, ses némésis. Lorna Dane et Iceberg, qui restaient avec elle, sont capturés par les sbires de Mesmero et sont ramenés dans sa cité des mutants. La jeune mutante à la chevelure verte est soumise à la machine qui déclenche ses pouvoirs et Mesmero lui révèle alors qu'elle possède les pouvoirs du magnétisme, tout comme son père, Magneto. Mesmero et ses soldats l'appellent même M2 pour Magneto II. La révélation fait l'effet d'une bombe, mais pas autant que ce qui va suivre. Les autres X-Men arrivent pour libérer Bobby et Lorna, mais sont bloqués par les pouvoirs magnétiques de Magneto, qui est donc bien vivant et qui reconnaît la nouvelle mutante comme sa propre fille. Ils sont contraints de fuir après avoir détruit une partie de la cité des mutants, laissant Lorna sous l'emprise de son père, au grand désespoir de Bobby qui est en train de tomber amoureux d'elle.
Il en veut à ses coéquipiers d'avoir fui sans Lorna et claque la porte de l'école après en être venu aux mains avec Scott. Cyclope peaufine alors un plan pour aller récupérer Lorna Dane en se faisant passer pour un criminel mutant nommé Éric le Rouge, profitant de la faiblesse de Magneto, blessé dans la destruction d'une partie de la cité des mutants et incapable d'utiliser ses pouvoirs. Il parvient à attirer l'attention de Lorna et à gagner sa confiance, et permet ainsi à faire entrer les autres X-Men dans la citadelle. Pendant que les X-Men combattent Mesmero et ses sbires, Magneto convainc Lorna de déchaîner ses pouvoirs contre eux. Malgré son hésitation à faire du mal, elle part accomplir la volonté de son soi-disant père. Et là, l'ultime rebondissement. Iceberg, Bobby Drake, l'interpelle dans les couloirs qui mènent au lieu de l'affrontement et lui annonce qu'elle n'est pas la fille de Magneto. « Je ne plaisante pas. Tes parents biologiques sont morts dans un accident d'avion quelques semaines après ta naissance. Tu fus recueilli par la sœur de ton père et son mari. Ils n'ont jamais osé t'avouer que tu étais en fait leur nièce, de crainte que tu les rejettes. Lorsque Magneto a appris que tu avais des pouvoirs similaires aux siens, il a utilisé cette tragique histoire pour te faire croire à votre lien de parenté. Mais j'ai vu les papiers officiels qui prouvent le contraire. Lorna fait basculer la balance des forces en se retournant contre Magneto et leur armée de mutants. Résultat, Mesmero est au tapis et Magneto s'est enfui. Encore. Cet arc est assez inégal, déjà par la transition entre les deux dessinateurs, Werner Ross et Jim Steranko, dont les styles sont à l'évidence différents, ce qui lui donne un rythme haché. Ross se chargeant du premier et dernier épisode, et Steranko réalisant le cœur de l'arc avec les deux épisodes du milieu. Il aurait mieux valu que Steranko dessine tout le récit, cela aurait eu plus de sens. Pourtant, ces 4 épisodes sont marquants dans l'histoire des X-Men. Tout d'abord, c'est la première apparition de Mesmero et de Lorna Dane, futur Polaris. Mais aussi, et j'en ai parlé au tout début, en vous présentant Jim Steranko, l'épisode 50 marque l'arrivée du nouveau logo du titre, designé par Steranko lui-même, qui va rester pendant plus de 30 ans. The X-Men numéro 53, février 1969. Un épisode fill-in par Barry Smith, ancré par Mike D. Allez jeter un coup d'œil à ma vidéo sur Barry Windsor Smith pour connaître les secrets derrière cet épisode qui marque les débuts de ce dessinateur de légende. The X-Men 54 à 55, mars à avril 1969. Alex Summers et le Pharaon. En bonus, les origines de Angel avant les X-Men, en plusieurs épisodes de numéro 54 à 56. Ces 2 épisodes entament un nouvel arc narratif et introduisent 2 nouveaux personnages totalement étrangers l'un à l'autre, mais liés par leur pouvoir. Je veux parler du Pharaon, The Living Pharaoh, et d'Alex Summers, le frère cadet de Cyclope. Ce dernier est présenté dès la 2e page dans l'épisode 54, de manière un peu expéditive. Scott Summers a donc un jeune frère dont il n'avait parlé à aucun de ses collègues X-Men. Et à l'occasion de la remise de diplôme d'Alex, il convie les membres de l'équipe à l'accompagner pour fêter cet événement avec lui. À l'issue de la cérémonie, Alex est enlevé par des malfrats habillés en soldats de l'antique Égypte afin d'être sacrifié par leur chef, le pharaon, ou plutôt le pharaon vivant, pour être précis dans la traduction. Scott et ses amis se mettent en costume et vont intervenir pour mettre un terme à cette folie, et cette fois, c'est personnel et familial. Ces 2 épisodes sont donc les derniers dessinés par Werner Ross, avant de passer les crayons pour la fin de ce récit à Neil Adams, dont le run fera l'objet de la 3e partie de cette chronologie X-Men. Ces épisodes sont bourrés d'action, très rapides, très rythmés, et Arnold Drake tente une figure de style intéressante pour le premier épisode de cet arc, en le racontant en flashback. La première page nous présente Cyclope à terre, dans ce qui semble être un musée de l'Égypte antique, mis en joue par 2 policiers qui l'accusent de meurtre. Voilà une mise en place percutante. On comprend que Cyclope était inconscient, et on va passer l'épisode à revivre les événements qui l'ont amené jusqu'ici. La fin de l'épisode 54 revient à la temporalité présente, et enchaîne sur le second épisode, le 55 donc, qui propulse les X-Men en Égypte à la poursuite du pharaon. Bien que le pharaon semble constater sa défaite, on finit sur un cliffhanger centré sur le personnage de Alex Summers. Cyclope et les autres X-Men constatent avec stupéfaction que Alex est un mutant lui aussi, à suivre. Comme vous avez pu le voir par la densité de cet épisode et le temps passé depuis le précédent, cette période de la série X-Men a été complexe à présenter. Déjà par l'angle que j'ai choisi pour vous faire ces chroniques, j'ai pris le parti de faire cette exégèse des premiers X-Men en mettant en avant le travail des dessinateurs. Les épisodes sont donc découpés selon les runs de Jack Kirby pour la partie 1, Werner Ross pour la partie 2 et Neil Adams pour la partie 3. Cela me semble judicieux, car si on enlève les épisodes fill-in réalisés par d'autres équipes artistiques, on voit émerger ces 3 runs qui ont chacun leur empreinte, leur style graphique bien distinct. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la 3e et dernière partie.
La problématique que j'ai rencontrée sur le run de Werner Ross, c'est qu'il s'étend sur 42 épisodes, sur 3 ans, avec une absence de 8 mois pendant laquelle il est remplacé par Ross Andru et Don Heck, dont les styles restent dans le même registre, mais aussi beaucoup d'épisodes fill-in réalisés par des artistes au style parfois très éloigné du sien. Sans compter le roulement constant des scénaristes. Autant pour la première partie, on avait le duo Jack Kirby et Stan Lee. Pour Neil Adams, on a Roy Thomas, qui revient sur la série pour l'occasion. Mais pour cette période, on a Stan Lee, Roy Thomas, Gary Friedrich et Arnold Drake. Et on peut dire que ce défilé d'équipes créatives n'ont pas aidé à fidéliser le lectorat du titre. C'est probablement cela qui a fait chuter ses ventes et provoqué l'arrêt de la série en 1970. Malgré tout, Stan Lee amorce un thème important de l'histoire des X-Men, la peur des mutants, et une allégorie du racisme et du ségrégationnisme dans les États-Unis des années 60, avec l'arc des Sentinelles. Et ces robots chasseurs de mutants sont tellement intéressants qu'ils vont revenir à plusieurs reprises dans l'histoire des X-Men, dans des récits particulièrement marquants. Roy Thomas, pour son premier passage sur les X-Men, n'a pas su, à mon avis, apporter des éléments importants. Je retiendrai la création du mime et l'arc qui le fait devenir un membre des X-Men, qui mérite le détour, et la première apparition du Hurleur, qui deviendra plus tard, sous la plume de Chris Claremont, un des premiers membres des nouveaux X-Men. Cette période est donc empreinte d'une naïveté et d'une simplicité dans les histoires. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de développement de personnages et de leur univers, de leur entourage, mais ça part dans tous les sens. Dans les comics des années 60, on privilégiait l'action et les péripéties plutôt que la logique et la cohérence de l'histoire. Personnellement, ça ne me gêne pas, c'est plutôt rafraîchissant et léger. On enchaîne allègrement les scènes en misant sur la suspension totale d'incrédulité du lecteur. Pour en revenir à Werner Ross, je pense qu'il a imprimé sa marque sur les X-Men, notamment en donnant des caractéristiques physiques marquées à leurs alter-ego civils. Les dessins des visages de Warren, Bobby ou Hank sont plus identifiables sous les traits de Ross que de Kirby, où la seule façon de les reconnaître, c'était par la couleur de leurs cheveux ou leur corpulence. On peut noter aussi le travail qu'il a produit sur les petites histoires d'origine des X-Men, qui nous présentent Scott, Bobby, Hank, Angel, avant leur arrivée dans les X-Men. Ross est également doué pour représenter le charme féminin, et Jean Grey est donc mis plus souvent en avant. Elle est moins potiche que dans le premier run de Kirby, elle gagne en épaisseur. Roy Thomas y est certainement pour quelque chose, puisque c'est lui qui écrit son développement de personnage lorsqu'elle quitte l'école de Xavier pour un autre établissement. Cet éloignement lui permet d'avoir des scènes entières sur elle uniquement et ainsi construire sa personnalité. Et l'alchimie qui finit par prendre entre elle et Scott Summers pour se transformer en une romance finalement assez chaste, presque platonique au début, mais qui va progressivement s'intensifier. Tout cela pour moi rend cette période aussi importante que celle de Jack Kirby. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai rencontré les X-Men en 1981 dans Special Strange, par Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin. Et quelques mois plus tard, je me suis rendu compte qu'ils avaient un passé, quand j'ai lu dans Speedé ce run de Roy Thomas et Werner Ross. Dans mon imaginaire, les dessins de Werner Ross étaient la parfaite représentation des premiers X-Men, des adolescents qu'ils avaient été, avant de devenir les jeunes adultes que je découvrais dans les pages de Special Strange. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir regardé. Si vous êtes encore ici, je vous adore, vous êtes des vrais passionnés. Si ce n'est pas fait, likez cette vidéo, si vous l'avez aimée, ou dislikez-la si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire quelle est votre période des X-Men préférée. Abonnez-vous, car cela m'encourage à continuer ces vidéos. Mais oui, votre abonnement, c'est mon carburant. Alors venez faire le plein de ma chaîne, oui, ça n'a aucun sens. Bon, en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao Internet.